Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans cette émission qui vous plonge dans les méandres de la fraude à l'identité. Entendez par fraude identitaire dès lors que les coordonnées d'un individu sont détournées à des fins malveillantes dans le but d'en tirer un bénéfice quelconque. Il peut être commercial, économique ou monétaire, entre autres. On en parle très peu dans les débats publics. Pourtant, le phénomène gangrène la marche de la nation. Plusieurs secteurs sont touchés, foncier, banque, affaires, fiscalité, études supérieures avec souvent des risques de fraude fiscale et de blanchiment d'argent dans ce contexte de terrorisme. Les chiffres sur le phénomène sont effarants. Rien qu'en 2020, l'Office national d'identification a déjoué plus de 56 000 tentatives de fraude dans l'établissement des pièces d'identité. Comment se manifeste cette fraude identitaire? Quel est l'état des lieux exact? Que font l'ONI, les services d'état civil et la justice pour barrer la route aux faussaires? Quelle perspective pour faire face à ce phénomène? Le plateau du jour est suffisamment étoffé pour parler de la fraude identitaire. C'est d'abord à ma droite, Madame Judith Irenda Dabiré, directrice de la population et de l'état civil de la commune de Ouagadougou. Bonsoir Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, à ma gauche, il y a le juge Daouda Nombré, substitut du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1. Bonsoir, Monsieur Nombré, et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Puis, à l'extrême gauche, il y a bien sûr Kayaba Aristide Béré. Il est le directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification. Bonsoir, Monsieur Béré, et merci de nous rejoindre. Merci. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce grand reportage de Luc Pacbelgem qui revient sur l'ampleur du phénomène. On regarde et puis on revient. Un jeune homme aurait ramassé un extrait de naissance à Dori et se serait fait établir une carte nationale d'identité burkinabé avec. Quand le vrai propriétaire de l'extrait va se présenter plus tard pour se faire une CNIB, il est bloqué avant de s'entendre dire que l'extrait en question a déjà servi pour la même cause. Avec l'adresse de l'usurpateur, il est chargé de retrouver ce dernier. Son oncle n'en revient toujours pas. Son extrait est tombé. Il a cherché un deuxième extrait pour venir faire les pièces. Trouver son extrait, quelqu'un a trouvé ça à Dori prix. Faire son pièce. Son pièce est sortie. Or que le petit là, il a déjà fait pièce avec. Les pièces là étaient perdues. Il a fait encore. Ils ont dit quelqu'un qui a fait avec. Donc on l'a fait sortir son numéro, on va l'appeler. La personne c'est Mouton. Quelque chose que c'est pas ton parent, c'est pas ton extrait seulement, tu as pris ça, ça veut dire que tu es Mouton. Si on t'a pris dans ça là, tu as des 1000 problèmes. Puis ce n'est pas clair. Si tu es clair, il faut aller au mairie ou au préfecture, tu fais un extrait. Ou bien, tu ne dois même pas ramasser pour quelqu'un pour aller faire. À ce service de l'ONI, l'Office national d'identification, des dossiers de demandeurs de CNIB sont renvoyés ou bloqués à longueur de journée. Des investigations mettent à nu une pratique qui prend de plus en plus de l'ampleur au Burkina Faso, la fraude identitaire. La fraude identitaire est définie par les spécialistes comme une usurpation d'identité par fraude documentaire. Chaque année, des milliers de dossiers sont traités au service des investigations et des réquisitions de l'ONI. Les dossiers que nous rencontrons fréquemment, il s'agirait des usurpations d'identité, les faux et usage de faux. Voilà, mais bon, particulièrement aussi souvent, il y a des erreurs de production. Voilà, bon, tout ça, ça rentre dans le cadre du blocage des gens que nous recevons ici. Mais courant l'année 2021, on a reçu à peu près 3542 personnes, mais on n'a pu traiter que 1936 cas. Bon, les autres cas, c'est les gens qui ont usurpé l'identité des défunts. Bon, donc il faut reconstituer, voilà, essayer d'investiguer
avoir toutes les preuves avant de statuer. L'autre aussi, c'est le doublon d'extrait. Voilà, ils sont allés faire des suspendages. Bon, en cas présent, on les demande d'aller simplement à la justice, faire annuler l'un des extraits et nous revenir. Rien qu'au mois de juin 2021, le service était déjà à 1606 tentatives détectées. Il faut dire que les auteurs sont parfois dans l'ignorance ou ont préféré le chemin de la facilité face à la perte ou l'oubli d'un document d'état civil. Premièrement, j'ai pris l'autre là pour faire la CNB, donc la CNB là est perdue. Je suis venue maintenant pour faire l'autre CNB, donc j'ai pris deuxième acte de naissance pour venir faire. Donc quand j'ai fait, ça fait 2 fois, ça ne sort pas. Je suis venue maintenant pour voir le problème. Ils m'ont dit que non, effectivement, j'avais des actes de naissance différents. Une seule personne, donc ça ne peut pas sortir. Maintenant, quand j'ai fait l'extrait, quand j'ai fait ma carte d'identité la première fois, là, la carte n'était perdue. Ensuite, je suis revenu avec le deuxième extrait encore. Le même extrait que j'ai fait à Boudry, là. Il y a les 2 extraits là, c'est différent. Il y a un, c'est 9e mois. Maintenant, les 2 autres que m'ont donné là, ça c'est 11e mois. Maintenant, c'est 11e mois qui est acte réel. Maintenant que je suis revenu ici, ils m'ont dit non, que les dates de naissance là, c'est différent. Moi, je ne savais pas. Sinon, que d'envoyer le registre du premier extrait. Je suis reparti prendre le même registre là. C'est 11e mois là qui est déjà. L'ONI est submergé par ces cas volontaires et ou involontaires de fraude à l'identité. Chaque année, c'est plus de 5000 dossiers de demandes frauduleuses qui sont enregistrés et rien qu'en 2020, 56 000 tentatives d'usurpation d'identité ont été déjouées. Nous pouvons dire que la principale cause du ralentissement dans le processus de délivrance est justement les différentes tentatives de fraude. Figurez-vous par exemple qu'en 2020, environ 56 000 dossiers ont été traités par le service des investigations et de la biométrie qui révèlent des tentatives de fraude à l'identité. Lorsqu'il y a une tentative qui est faite sur le système, automatiquement, il y a un ralentissement qui se produit parce que nous ne voulons pas délivrer des cartes d'identité à des personnes qui ne sont pas les véritables détentrices de l'identité dont ils s'en prévalent. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'auront pas la carte d'identité parce qu'il est avéré qu'il y a eu usurpation d'identité. Et elles-mêmes, souvent, n'arrivent plus à retrouver leur véritable identité parce qu'il y a eu des manipulations, notamment sur les actes de naissance. Il y a des gens qui utilisaient les actes de naissance de leurs frères pour passer des concours, des gens qui se sont inscrits dans des écoles, qui ont voulu conformer leur identité à l'identité d'une autre personne parce qu'ils veulent les avantages liés, par exemple, à une profession, etc., etc. L'ONI débordée, la plupart des dossiers sont transférés au tribunal. Des jugements sont rendus en audience correctionnelle de flagrant délit ou de citation directe. Le substitut du procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Ouaga 1 a l'habitude de ces dossiers. Cette usurpation d'identité-là, elle peut révertir plusieurs formes, en fait. Alors, il y a l'usurpation à des fins, par exemple, d'escroquerie, où on usurpe d'une identité autre que celle résultant des énonciations de nos actes d'état civil à des fins d'escroquerie. Et ça se fait généralement via Internet, via des moyens de communication. Il y a l'usurpation d'identité également à des fins de dissimulation, par exemple, de biens. Et ça, on le constate en matière d'infraction de blanchiment de capitaux, par exemple, d'enrichissement du moins de corruption ou bien d'infraction assimilée également à cette corruption-là, ou en matière de mariage également, ça existe. Il y a aussi l'usurpation à des fins de jouissance d'état civil, comme je le disais, afin de se faire délivrer des documents authentiques, publics et même des documents privés. Des annulations d'actes de naissance sont courantes au tribunal. Des peines sont également prévues pour les auteurs avérés et malgré cela, le phénomène persiste. Lorsque c'est une infraction isolée, n'est-ce pas, à part entière, lorsque vous êtes reconnu coupable de cette infraction, l'article 375.6 que j'ai cité, plus haut, prévoit, n'est-ce pas, des peines d'amende, notamment allant de 250 000 francs CFA à 600 000 francs CFA contre l'auteur donc de l'infraction. Ça peut être des infractions en matière délictuelle. Là, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Il y a aussi des cas où l'usurpation peut être
un élément constitutif d'infraction en matière criminelle. Et là, la loi dit que l'emprisonnement va de plus de 10 ans jusqu'à l'emprisonnement même à vie. Nul n'est censé posséder au-delà d'un seul acte de naissance. Voilà. Donc, lorsque pour une raison, pour une autre, des personnes se font délivrer, n'est-ce pas, plusieurs actes de naissance, eh bien, le juge ou le tribunal, en tout cas, a la faculté, effectivement, de faire annuler voilà, un acte de naissance. Sur le bureau du substitut du procureur, un casse-tête s'y trouve. L'ONI a épuisé tous les recours sur le cas de 2 frères ayant utilisé le même extrait de naissance pour s'établir une carte nationale d'identité burkinabé. Dossier complexe à la matière, oui, il y en a. J'ai encore sous mes mains d'ailleurs une procédure où le directeur, n'est-ce pas, de l'Office national d'identification nous a saisi d'un cas où il se trouve que 2 personnes, des frères en fait consanguins, dont l'aîné a utilisé en fait l'acte de naissance de son petit frère afin de se faire délivrer en fait une carte nationale d'identité burkinabé. Voilà. Et lorsque cet aîné-là a même obtenu ses diplômes sous l'identité du petit frère en question, il a même intégré la fonction publique sous l'identité également de son petit frère, jusqu'à ce que ce petit frère-là regagne également le Burkina Faso et manifeste envie, n'est-ce pas, de se faire délivrer une carte nationale d'identité. Le cas est complexe, mais il va falloir trancher et de la bonne manière. C'est ce à quoi s'attelle le substitut. Donc l'ONI a désactivé la première CNIB qui avait été établie afin de délivrer une carte d'identité au légitime propriétaire de l'acte en question. Voilà. Il se trouve que le premier titulaire, le titulaire faux en griffe de l'acte-là, la CNIB également a expiré. Et donc, le faux titulaire, là, on va dire, est revenu encore vers l'Office national d'identification afin de se faire délivrer une autre carte nationale d'identité burkinabé. Et encore là, à ce niveau, l'ONI a désactivé la carte qui avait été activée pour réactiver encore celle du faussaire, voilà, qui, à cette date-là, est celui qui utilise en tout cas l'acte d'état civil de son petit frère. Voilà. Bon, il se trouve que le même petit frère encore est reparti encore se faire délivrer encore une carte nationale d'identité burkinabé. C'est en ce moment que l'ONI s'est rendu compte de cet imbroglio juridique qui existait et nous a adressé, n'est-ce pas, correspondance afin que nous puissions également... Face à la récurrence du problème, l'ONI demande plus de collaboration à tous les niveaux, surtout avec la situation sécuritaire actuelle. Nous demandons vraiment la collaboration des collectivités territoriales dans le sens de la fiabilisation plus accrue des actes de naissance et de tous les documents qu'ils produisent. Vous voyez, quelqu'un, il est arrivé des étrangers qui se font établir des certificats de résidence depuis, par exemple, 5 ans, dans le but justement de se dire burkinabé. Donc vous voyez que toute la chaîne de production des documents, les parcelles, ce sont les mairies en premier ressort, les actes de naissance, ce sont les mairies, les certificats de mariage, les certificats de célibat, tout ce qui est lié à l'état civil part effectivement des mairies aujourd'hui. Donc il est bon qu'une attention soit attirée sur ces autorités de sorte à ce qu'il y ait beaucoup plus de fiabilisation de ces documents pour assurer la sincérité des données qui sont collectées. La fraude à l'identité touche plusieurs pans de la société tels que les banques, l'assurance, les marchés publics, le guichet unique du foncier et les diplômes. L'Office national d'identification s'attaque comme il peut au fléau, mais jusqu'à quand? Car à cette allure, la machine peut se gripper au risque de faire durer le temps de délivrance de CNIB pour les demandeurs. L'institution permet pour l'instant d'éviter que des Burkinabés aient des doubles identités. Éviter que des Burkinabés aient des doubles identités. Retour donc sur ce plateau. Mais avant d'y aller, on va faire un peu de pédagogie quand même. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Quand on parle de fraude identitaire, quelle est la définition complète qui puisse exister?
Monsieur Nombri. Merci, M. Traoré. Je tiens déjà à préciser dans votre présentation, vous m'avez présenté comme étant un juge. Je suis plutôt magistrat, oui, mais substitut du procureur du Faso, après le tribunal de grande instance Ouaga 1. Je tenais déjà à faire cette précision. Alors, revenons donc au vif du sujet pour parler donc de ce qu'on doit entendre par fraude identitaire. Il faut aller d'abord du principe que lorsque vous êtes né, lorsque vous naissez, vous avez l'obligation, n'est-ce pas, de vous voir attribuer une identité, à savoir un nom, un prénom. Et ça, c'est le code des personnes et de la famille donc, qui prévoit cette exigence-là. Et cela est matérialisé, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, des actes d'état civil. Voilà. Et lorsqu'une personne arrive, n'est-ce pas, à utiliser une identité autre que celle résultant, n'est-ce pas, des énonciations de ces actes d'état civil, on est déjà en présence d'un cas de fraude à l'identité. Autrement dit, dans notre jargon purement pénal, on est dans l'hypothèse d'une usurpation d'identité. Voilà. Mais la fraude identitaire ne se limite pas seulement à la falsification des documents d'état civil, parce que tout ce qui touche à l'identité, lorsque vous arrivez à modifier tout ce qui touche à votre identité, toute information qui est susceptible de vous différencier par rapport à une autre personne, ça peut être un numéro de référence, ça peut être votre profession. Lorsque vous erronez, n'est-ce pas, ces informations-là de façon indue, nous nous trouvons, n'est-ce pas, dans l'hypothèse d'une fraude identitaire. Madame Da voudrait bien ajouter quelque chose? Merci, M. Traoré. Non, allez-y, c'est déjà bien positionné. D'accord. Merci, M. Traoré. Je vous en prie, allez-y. Merci de nous avoir invités afin de pouvoir vraiment discuter de la question. Et à notre niveau, comme M. le procureur l'a dit, l'identité, là, c'est quoi? Comme le code le dit, c'est d'avoir vraiment des caractéristiques qui nous diffèrent de toute autre personne. Voilà, chacun a un nom, comme le code le recommande, un prénom, date et lieu de naissance, voilà. Et la fraude consiste justement à modifier un des éléments de cet acte qu'on vous a attribué dès la naissance. Donc, c'est toujours dans le même sens que monsieur le procureur. C'est l'utilisation malveillante, voilà, de l'identité de toute autre personne à des fins personnelles, voilà, des fins inavouables souvent, le plus souvent. Et c'est pas intéressant. Voilà, merci. Monsieur le directeur général de l'ONI, alors vous avez quelque chose à ajouter, des éléments additifs? Non, c'est juste préciser que nous sommes clients de l'état civil et à ce sujet, nous utilisons toutes les données issues des énonciations des actes d'état civil. Au-delà, nous utilisons également d'autres données comme les données ressortissant des diplômes, des professions, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a une large gamme de documents que nous manipulons et qui conduisent, en fait, dont la falsification conduit à la modification des identités des personnes. Vous imaginez quelqu'un qui arrive et qui vous dit qu'il est médecin. Il est arrivé, que quelqu'un vous dise qu'il est médecin et qu'il a juste peut-être 24 ans. Fait à l'université de Ouagadougou, tout de suite, ça appelle votre attention sur le fait qu'il est extrêmement difficile d'être médecin au Burkina Faso à 24 ans. Oui. Donc, vous voyez, il est arrivé, il y a une large gamme comme ça de faits falsificateurs des identités des personnes, au-delà des noms ou des prénoms, et surtout des âges qui sont souvent fortement manipulés au fin justement de passer des concours ou de bénéficier d'un droit donné. Lorsque, par exemple, on est majeur et qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut pas bénéficier à raison du fait que le droit accorde ce droit-là à des mineurs, des personnes falsifient seulement les âges pour bénéficier de droits. Donc, c'est comme l'a dit monsieur le procureur et madame Da, c'est toute falsification, toute modification des identités à des fins, ça peut être commerciales, civiles, etc., etc. Alors, il est aussi important de dire que ce n'est pas toujours de mauvaise foi. Certains, c'est par ignorance totale
Il faut dire que certains ne savent pas que le système s'est beaucoup amélioré. Il faut dire que depuis 2011, l'ONU a installé un système de reconnaissance faciale et de détection des cas de fraude. Et ce système s'est considérablement amélioré ces dernières années, qui permettent aujourd'hui de serrer davantage et d'apporter plus de précision sur l'identité des personnes. Avant, on était autour de 60-70%. Aujourd'hui, on est autour de 83-85% de précision sur l'identité des personnes. Donc, il reste juste certains paramètres à affiner pour aboutir à une identification à 99,99% parce qu'il arrive des similitudes presque parfaites entre des individus, à l'image par exemple de certains jumeaux, où il est arrivé que la ressemblance ou les données soient telles que... Même avec les empreintes digitales? Oui, c'est pourquoi je dis il est arrivé des cas où la précision... On se ressemble presque jamais, c'est vrai, pas à 100%. Mais il est arrivé des individus qui se ressemblent à 80%, même au niveau des empreintes digitales. Donc la détection de la différence entre les individus peut poser problème et peut trouver solution dans les énonciations des actes de naissance ou des actes de mariage ou des actes de divorce, etc., etc. Et malheureusement aussi, par exemple, pour prendre le cas des jumeaux, certains centres d'état civil considèrent que lorsqu'on est jumeau, on porte le même numéro d'acte de naissance. Donc il est arrivé que vous avez du mal à déterminer exactement à qui appartient par exemple l'acte de naissance. Alors, maintenant que le phénomène est bien expliqué, on peut aisément passer à la manifestation de la fraude identitaire. Alors, comment est-ce que la fraude à l'identité se manifeste? Alors, à notre niveau, il faut dire que cette fraude identitaire peut prendre plusieurs formes ou plusieurs manifestations pour employer votre terme. La fraude identitaire, comme d'ailleurs cela est ressorti dans le reportage, peut être faite ou effectuée donc à des fins d'escroquerie, comme je le précisais. Et dans ce cas de figure, on fait usage, n'est-ce pas, à plusieurs moyens, notamment les moyens de télécommunication ou de communication de façon générale. Il y a aussi cette fraude identitaire qui est effectuée à des fins, comme je disais, de dissimulation de biens qu'on a acquis de façon frauduleuse. Et là, nous nous retrouvons dans l'hypothèse classique de ce que nous qualifions, n'est-ce pas, de blanchiment de capitaux. Vous avez des personnes qui, par exemple, pour dissimuler, n'est-ce pas, l'origine des biens qu'ils ont acquis de façon illicite, peuvent être amenés à immatriculer, par exemple, des immeubles à des identités autres que celles qui leur sont reconnues par les actes d'état civil. Vous avez des personnes qui, pour dissimuler également, par exemple, des comptes bancaires, sont amenées, n'est-ce pas, à ouvrir dans les livres de certaines institutions bancaires de la place des comptes avec des identités qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui ne résultent pas des énonciations de leur acte d'état civil. Donc il y a cette forme de fraude à l'identité. Et enfin, celle qui est beaucoup plus manifeste, c'est la fraude à l'identité à des fins, n'est-ce pas, de jouissance de l'état civil d'une personne, d'une autre personne, ou bien de la jouissance carrément d'un titre ou d'une qualité, déjà le disait tout à l'heure, la jouissance d'un titre qui ne vous est pas reconnu officiellement. Et dans cette hypothèse, on se trouve, n'est-ce pas, dans les cas, par exemple, de mariage, ça existe. Il y a, en matière de fraude aux examens au concours, cela est également fréquent aussi. Cette forme également de fraude-là se manifeste également aussi au niveau... comment on dit ça, au niveau donc de la délivrance, n'est-ce pas, des documents d'état civil notamment. Ça peut être des documents authentiques de façon générale ou même des documents privés. Voilà, et en matière de documents authentiques, ça peut être des actes d'état civil, ça peut être des cartes d'identité, des cartes nationales d'identité, ça peut être des passeports, ça peut être des diplômes, ça peut être des titres fonciers, etc., etc. Voilà, donc il y a ces cas-là également. Il y a des cas également où la personne également usurpe, n'est-ce pas, l'identité d'une autre personne. En matière contractuelle, ça peut arriver également. Donc, il y a vraiment plusieurs manifestations, en tout cas, de cette fraude à l'identité. Là. Quel est le cas le plus anecdotique dont vous vous rappelez? Le cas le plus anecdotique, c'est vrai que je n'ai pas un cas spécifique en tête, mais pour ce que nous croisons très fréquemment, ce sont des fraudes à l'identité où quelqu'un
comment on appelle, utilise l'identité, n'est-ce pas, d'une autre personne, généralement à des fins d'escroquerie. Ça peut arriver. Voilà, ou via Internet, on se fait passer pour M. Traoré, parce que élégant, parce que ceci, parce que cela. Voilà, afin d'obtenir, n'est-ce pas, de sa victime, voilà, un avantage indu généralement. Voilà, donc ça, je n'ai pas un cas spécifique en tête voilà, que je pourrais vous détailler sur ce point. Alors, pour revenir au cas que nous avons vu tout à l'heure dans le reportage avec les 2 frères biologiques, alors finalement, comment est-ce que la justice va trancher? Alors, ça, c'est véritablement un casse-tête chinois. C'est un cas que j'ai actuellement sur mon bureau. Et vous avez vu, lors du reportage, toute la complexité, toute la gymnastique qui a donc donné lieu, n'est-ce pas, à la délivrance de ces actes-là. Toujours est-il que parmi ces 2 frères-là, il y a une personne qui utilise indûment, n'est-ce pas, l'acte d'état civil de son frère. Donc, dans ce cas d'espèce, le procureur du Faso, lorsqu'il est saisi, comme dans le cas d'espèce, il a la faculté, n'est-ce pas, de soit lui-même diligenter une enquête à parquet, il a la faculté de saisir une unité de police judiciaire, ça peut être une gendarmerie, ça peut être une unité de police également, afin de faire diligenter une enquête sur les faits, n'est-ce pas, d'usurpation d'identité, sur les faits également de faux, parce que c'est des faits de faux également qui sont en cause aussi. Et lorsque les résultats, n'est-ce pas, de cette enquête-là lui seront transmis, le procureur du Faso, jugeant de son opportunité, n'est-ce pas, des poursuites, a la faculté de saisir soit un juge d'instruction pour approfondir, n'est-ce pas, l'enquête, soit que les faits, même étant délictuels, sont complexes, ou bien que les faits qu'ils sont pendant devant lui sont de nature criminelle. Le procureur du Faso également a la faculté, à ce stade de la procédure-là, de saisir directement une instance de jugement. Ça peut être en flagrant délit, ça peut être en citation directe, afin d'aboutir à un jugement condamnant une personne, n'est-ce pas, d'usurpation d'identité, de faux ou bien de toute autre infraction à la loi pénale. Et c'est sur la base certainement de ce jugement-là que l'ONI pourra obtenir une sorte de justificatif pouvant convaincre, n'est-ce pas, pouvant asseoir sa conviction sur le fait qu'il y ait eu, n'est-ce pas, une usurpation d'identité et procéder soit à l'annulation ou à la désactivation de l'une de ces cartes nationales d'identité burkinabé. Mais bon, en cas d'annulation, c'est sûr que c'est toute une carrière qui tombe dans l'eau pour quelqu'un qui a eu ses diplômes sur cette base, qui a été intégré dans la fonction publique sur cette base. C'est assez sensible. Oui, effectivement. Lorsque vous vous trouvez dans l'hypothèse où un agent public est impliqué dans de tels faits, ben, il va de soi que sa carrière également puisse prendre un coup. Parce que lorsque vous intégrez, n'est-ce pas, la fonction publique de façon générale, il y a des conditions qui sont prévues afin d'accéder ou d'intégrer un corps précis. Voilà. Et donc, lorsque vous savez ne pas remplir, n'est-ce pas, ces conditions-là et que vous vous engagez, c'est un peu en connaissance de cause également. Donc, il va de soi que lorsque ces faits-là sont découverts plus tard, si vous passez en jugement au plan pénal, la loi dit que si vous êtes condamné, par exemple, à 3 mois ferme d'emprisonnement, cela équivaut automatiquement à un licenciement. Si vous êtes condamné à au moins 18 mois d'emprisonnement avec sursis, cela équivaut également à un licenciement. Ça, c'est la loi 081 qui le prévoit. Donc, il va de soi que la carrière de l'intéressé, n'est-ce pas, puisse prendre un coup, indépendamment même du fait qu'au plan disciplinaire également, l'administration peut mettre en branle déjà la machine disciplinaire afin de sanctionner. Même s'il est prouvé que l'acte a été posé de manière involontaire, peut-être? Non, mais dans le cas d'espèce, on n'est pas du tout dans l'hypothèse d'une infraction involontaire, pas du tout. Il a utilisé en connaissance de cause l'acte de naissance de son frère. Voilà, il le savait, il a fait en connaissance de cause. Donc, nous, à notre niveau, on dit que son intention coupable ne souffre en tout cas de débat. Voilà. Alors, monsieur le directeur général de l'Office national d'identification, dans le processus d'établissement des pièces d'identité à votre niveau, quels sont les cas d'usurpation d'identité qui sont les plus fréquents à votre niveau? En général, au stade de l'enrôlement, puisque dans le processus, pour vous le décrire complètement, vous avez environ 11 personnes qui sont impliquées
dans le processus jusqu'à la délivrance effective de la carte d'identité. Vous avez certainement l'agent collecteur photographe que chacun connaît et qui procède à l'enrôlement. Ensuite, vous avez l'agent des centres intermédiaires de traitement de données. Après ces étapes, vous avez l'agent chargé de la réception. Ensuite, vous avez la gestion de l'eau, vous avez la saisie, vous avez la supervision, vous avez la biométrie et éventuellement l'investigation, vous avez l'assureur de qualité, vous avez l'impression et vous avez le tri. Donc, vous voyez, et toutes ces personnes n'ont pas les mêmes compétences et les mêmes pouvoirs parce qu'on fonctionne dans un système de neutralisation réciproque qui empêche que tout le monde, une personne, ait la possibilité de parcourir tout le processus de délivrance. Donc, au stade, par exemple, de l'enrôlement, l'agent peut savoir qu'on a affaire à un acte de naissance frauduleux. Prenons le cas d'une naissance faite en décembre, mais dont le numéro est 002, dans un village donné. Tout de suite, sans être un expert, vous vous rendez compte qu'une naissance dans une maternité ne peut pas être au numéro 002 en décembre. Donc, on sent tout de suite qu'il y a un faux qui a été fait. Quand, par exemple, vous prenez les timbres des actes de naissance, par exemple, on met région du centre, commune de Ouagadougou. Il est arrivé que des faussaires mettent commune de Ouagadougou en haut et région du centre en bas. Il peut arriver que quelqu'un se trompe sur le nom de l'officier d'état civil chargé de la signature ou qui se trompe sur la signature de l'officier d'état civil. Il est arrivé que ça soit établi par une commune qui n'existait pas au moment de sa naissance. Vous voyez, il y a des communes qui ont été créées, par exemple, à une date donnée. Et le monsieur peut arriver, vous présenter un acte de naissance établi par un officier d'état civil, délivré par une commune qui n'existait pas au moment de sa naissance. Donc, à ce stade-là déjà, ou bien même par un simple échange de propos, on peut se rendre tout de suite compte que le monsieur n'est pas, par exemple, burkinabé. Mais... et qu'il veut quand même, il a eu un acte de naissance burkinabé. Supposons que quelqu'un qui est né, qui prétend être né à Koupéla, par une simple question banale, on peut tout de suite se rendre compte qu'il ne sait absolument rien de cette commune. Ça c'est fréquent. On peut naître à Koupéla, un mois plus tard se retrouver hors du Burkina et y revenir 30 ans après, monsieur le directeur général. Mais il est extrêmement difficile que 30 ans après, vous n'ayez fait aucun acte tout au long de votre vie. Vous ne pouvez pas dire que vous avez quitté... Il l'a fait hors du pays, certainement. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que vous avez quitté le pays, mais vous n'avez jamais fait de carte d'identité, ni de passeport, ni de permis de conduire, rien 30 ans après. Donc, en regardant juste cela, on peut émettre des doutes sur l'acte qui vous a été présenté. Quelqu'un, par exemple, qui vient vous présenter un acte de mariage, et vous mariez à quelqu'un que probablement vous connaissez et qui n'est pas résident au Burkina Faso. Comment on a pu célébrer le mariage en l'absence de la personne? Donc vous voyez, à ce stade-là déjà, plusieurs cas peuvent se présenter et susciter la curiosité de l'agent enrôleur. Je vous prends un cas vraiment qui m'a complètement battu. C'est le cas d'une dame qui ressemblait trait pour trait à sa maman, mais qui a déjà fait, la maman a déjà fait un acte de naissance, elle est décédée, elle voulait hériter toute seule des terrains de la maman. Il se trouve que la dame décédée avait plus de 100 ans. Et elle, comme avec l'âge autour de 70 ans, elle ressemblait presque parfaitement à sa maman, elle a pris simplement l'acte de naissance de sa maman pour se faire établir une pièce d'identité et hériter du coup les terrains qui appartenaient à sa maman. On lui a juste dit de monter les escaliers et de rejoindre mon bureau pour savoir... On a vite compris qu'à 100 ans, monter des bureaux, les escaliers d'un bureau, c'est pas évident. Et on l'a tout de suite confondu et vous voyez ce que ça donne. Rien que... En pareille circonstance, qu'est-ce que vous faites? Vous saisissez... On saisit on a un service d'investigation dirigé par un officier de police judiciaire. Et comme on n'a pas la possibilité d'arrêter et de retenir les gens, on réfère soit au service régional de la police judiciaire ou au parquet ou à la gendarmerie qui va s'en occuper, ou à un commissariat le plus proche qui s'en occupe pour la suite de la procédure. Donc vous voyez, ça c'est au niveau même primaire, au niveau, j'allais dire, pratique, palpable. Si l'agent n'arrive pas à détecter, au stade de
j'ai cité un certain nombre d'étapes de la production de la carte, de différents niveaux. Au stade où il faut envoyer le dossier en biométrie, il faut dire qu'une photo envoyée en biométrie est comparée à l'ensemble des 14 millions de photos qui se trouvent dans la base de données. Donc du coup, à ce niveau également, la similitude entre les personnes, par exemple, on va présenter une personne dont les énonciations des actes de naissance sont celles-ci, et une autre personne avec une photo différente, avec les mêmes énonciations des actes de l'acte de naissance. Donc du coup, on se rendra compte que quelqu'un a utilisé l'acte de naissance de l'autre. Parce qu'à ce stade, il est arrivé que celui même que l'on croit être le faussaire n'est pas le faussaire. Par exemple, dans le cas des deux frères, a priori, vous pouvez penser que c'est le petit frère qui est le faussaire, puisqu'il est venu bien après. Bien après. Donc le grand frère ayant passé un concours, ayant été admis à des examens, etc., près de 10 ans après, peut légitimement, en fait, on peut croire que c'est lui qui est le légitime détenteur. Oui, on peut croire que c'est lui qui est le légitime détenteur de la carte d'identité, de l'acte de naissance. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc à ce stade aussi, on peut se rendre compte qu'il y a problème. C'est en ce moment, lorsque les énonciations sont exactement identiques aux énonciations ultérieures, mais dont les photos sont différentes, on envoie au service des investigations pour approfondir davantage, parce qu'à ce niveau, ils ont des accès beaucoup plus poussés par rapport à l'étape antérieure où ils n'ont pas accès à certaines données. Donc à ce stade, on peut aussi se rendre compte et pousser la réflexion, pousser l'investigation, et si on se rend compte que ce n'est pas une erreur, parce qu'il arrive qu'il y ait des erreurs, si ce n'est pas une erreur, on transmet alors le dossier au parquet ou prémédité. En tout cas à un service de police judiciaire pour dégoupiller et nous situer très précisément sur l'identité des personnes. Alors, Madame Da, Monsieur le directeur général l'a dit tout à l'heure, comment on en arrive à cette situation où un individu détient plus d'un extrait de naissance? Alors, on a vu les différents niveaux au niveau de l'Office national d'identification, où il y a même un service biométrique. À votre niveau, comment est-ce que les choses marchent? Voilà, merci. Au niveau de l'état civil, il faut dire d'emblée que ce n'est pas au moment de l'établissement de l'acte, du premier acte de la personne, que la fraude peut se situer. D'accord. Voilà. Lorsque nous recevons la déclaration d'un enfant, bon, tout est fait avec les parents, avec le bébé des fois, avec même les actes de naissance. Nous exigeons souvent même les actes de naissance des parents, en plus des CNIB, pour s'assurer que ce sont les parents qui sont là. Voilà, l'acte est établi. Bon, en général, ça ne se pose pas à ce niveau-là. Maintenant, c'est au moment même de la reproduction des actes, par exemple, quand quelqu'un vient demander un extrait d'acte de naissance, bon, vous voyez que on voit souvent des anomalies. Comme monsieur le DG a dit, en un premier coup d'œil déjà, la forme de l'acte nous interpelle. Voilà, au départ, les actes n'étaient pas informatisés. Et maintenant, si vous venez avec un acte qui était saisi, du moins fait par les machines mécaniques, c'est facile même de savoir qu'il y a eu des dans le temps, on parlait plus de sténographie, de dactylographie. Au premier coup d'œil, on sait qu'il y a eu quelque chose quelque part. Et ça attire l'attention, en fait. Maintenant que nos actes sont informatisés, en tout cas pour la commune de Ouagadougou, la plupart des actes sont informatisés. Et lorsque vous interrogez la machine, alors ça va vous sortir un certain nombre d'actes bons, de similitudes, et vous procédez maintenant au tri pour tomber sur l'acte de la personne. Par exemple, un cas que nous avons reçu, un monsieur qui utilisait l'acte de son frère. D'accord. Et c'était pour avoir du travail. En tout cas, il a utilisé l'acte de son frère. Et je ne sais pas, c'est à l'occasion d'un dossier qu'il devait compléter. Il est venu à notre niveau pour demander un certificat de célibat.
Alors que le certificat de célibat, nous allons jusqu'au registre même pour nous assurer qu'il n'y ait pas de mention de mariage. Nous étions en train de chercher si d'aventure il n'y a pas eu de mention de mariage sur l'acte. À notre grande surprise, on se rend compte qu'il s'agissait d'une mention même de décès. Carrément. Carrément. Le monsieur est décédé il y avait 10 ans de cela. Et lui, il manipulait cet acte-là. Il n'a jamais su qu'un jour, il viendrait à l'état civil et que l'état civil même a évolué. Les mentions sont faites. On ne peut pas dire que c'est à 100%, mais quand même, nous efforçons à porter ces mentions. Et donc, voilà le monsieur devant les faits. On ne peut plus lui délivrer ça. Donc, et qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas précis? Qu'est-ce qui s'est passé? On refait toujours au niveau de la justice. Voilà, et un acte d'une personne qui est décédée et qui est toujours utilisé. Voilà. Ce monsieur, je crois que il n'a pas pu atteindre ses fins. Il a été repéré et il ne pouvait plus avoir son acte là. À notre niveau, nous n'avons pas le droit de délivrer l'acte de quelqu'un qui est décédé à quelqu'un qui prétend être le propriétaire. Voilà. À notre niveau aussi, nous n'avons pas les structures pour... nous ne pouvons pas l'arrêter. Voilà, nous ne sommes pas des officiers de police judiciaire. Comme l'ONI, vous pouvez saisir les forces de défense et de sécurité, la justice, les OPJ, ils sont là. Oui, à notre niveau, sur place, c'est pas possible de le faire immédiatement. D'accord. Et lorsque la personne se rend compte que c'est comme ça, partir. On récupère ses documents. Oui, mais est-ce que vous ne laissez pas un criminel partir? On récupère ses documents. Ici, c'est le seul. Souvent, la personne vient. C'est assez flagrant. La personne qui vient, souvent, c'est parce qu'il n'a plus rien. C'est peut-être le seul acte qu'il a. Voilà. C'est peut-être le seul acte qu'il a. Et lorsque nous bloquons cela, et il sait que quelque chose se passe, il ne va plus revenir réclamer. Voilà. On bloque ces actes. La personne n'a plus la possibilité d'utiliser le faux acte. Voilà. Mais nous n'avons pas cette possibilité de l'arrêter. Voilà. Pour ce cas précis, vraiment, on n'a pas pu l'arrêter. Voilà. Alors, ça c'était par rapport donc à l'extrait de naissance. Ouais. Il y a bien d'autres questions, les questions foncières, les certificats de résidence. Le DG l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce que ces questions sont gérées? L'état civil ne gère pas les questions foncières. Mais la commune, c'est la commune qui s'en charge. La commune qui s'en charge, voilà. Et les questions foncières, il y a un service domanial qui est attitré, voilà, qui peut vérifier. Et de là-bas, il peut même nous renvoyer des actes pour des vérifications. Voilà. Au niveau des mariages aussi, ça se passe. Ça se passe. Parce que j'ai eu un cas où il m'a été demandé d'authentifier l'acte de mariage. Parce qu'il y avait des doutes sur l'identité des personnes? C'est quelqu'un qui cherchait certainement le visa. Et c'est l'ambassade même qui a demandé l'authentification. Quand je regarde l'acte, il se trouve que c'est moi-même qui ai célébré l'acte, le mariage. Waouh. C'est mon nom, c'est ma signature falsifiée, pas tout à fait ça. Voilà. L'intéressé même ne sait pas que l'ambassade me demande d'authentifier l'authenticité de cet acte. L'entête, c'est pas ça. La forme, ça saute à l'œil. Je ne suis pas officier célébrant, je suis officier délégué, je n'ai pas le droit de célébrer. Et là où le mariage a eu lieu, je n'étais pas officier célébrant. Donc, ça ne pouvait pas être moi qui ai célébré ce mariage
au niveau des cachets, effectivement, les gens, ils voient les cachets, ils imitent. Au niveau des faux cachets, mon cachet aussi, ce n'est pas la même façon. Les cachets d'état civil, nous savons qu'est-ce que nous mettons dans le cachet et ça doit servir à quoi. Et les cachets, c'était faux. Bon, comme c'est l'ambassade qui m'a demandé, bon, nous avons répondu et comme il se devait. Et ce qui est sûr, cette personne n'a plus jamais eu droit à visa là-bas. Oui, mais j'espère que ce cas, au moins, il a été arrêté. Certainement. Parce que c'est pas l'intéressé. C'est pas l'intéressé. D'accord. Qui est venu physiquement demander ou une. D'accord. Il avait des émissaires. C'est par lettre. Il a déposé ses dossiers à l'ambassade. En ligne. Voilà. Qui prennent le soin de vérifier. Voilà. Et c'est par lettre qu'il nous a été demandé de vérifier cet acte, si l'acte existe même et s'il est authentique. Donc nous avons fait la réponse, en tout cas de telle manière que la personne ne... Bon, et ils ont des fichiers qu'ils suivent bien. Et il sait que prochainement, il ne peut pas revenir lui-même comme ça avec un autre acte. Voilà, pour constituer un autre dossier pour le visa d'entrée dans le pays en question. Voilà. Et je voudrais aussi ajouter que la fraude, c'est souvent au moment de la reproduction, au niveau des jugements déclaratifs. Vous savez que le code dit qu'il faut déclarer dans les 60 jours. Alors, passé 60 jours, on leur dit, allez-y au tribunal d'arrondissement, vous allez faire la requête là-bas, le tribunal va siéger et nous envoyer le dispositif de leur jugement pour que nous retranscrivons dans les registres d'état civil. Et donc, c'est à ce moment que les falsifications de dates et tout... Au niveau du tribunal? Oui, puisqu'on dit, si tu es de mèche avec tous les témoins. Bon, si vous n'avez pas eu, par exemple, l'attestation, la personne a 20 ans, ils vont dire qu'il ne peut pas retrouver l'attestation d'accouchement de la maternité. Au niveau de la maternité aussi, ils n'ont pas cette possibilité de vérifier, de ressortir les archives. Et bon, les témoins ont été corrompus dans ce sens, par exemple. Non, il va changer la date de sa naissance. Voilà. Si c'est un enfant qui a dépassé les 8 ans et ils veulent le mettre à l'école, les parents vont le faire et l'enfant ne sait pas. Il va acquérir ses diplômes avec cela. Vous voyez? C'est là aussi toute la complexité de la situation. Voilà. Si plus tard cet enfant grandit et que ça atterrit sur le dossier de monsieur le procureur, on va mener rapidement les enquêtes. Voilà. Et c'est cet enfant qui va payer le lourd tribut. Oui, malheureusement, alors qu'il n'est pas à l'origine de ce faux-là. Voilà. Mais pour revenir aux deux cas qui viennent d'être expliqués par Madame Da, dont un premier qui s'était présenté à eux avec visiblement un acte qu'il utilisait mais qui n'était pas le sien. Donc il l'usurpait de façon flagrante. Ça, c'est l'hypothèse typique de ce que nous on qualifie de flagrant délit. Oui, et absolument. En la matière, la loi autorise tout individu, en tout cas, à pouvoir même interpeller la personne. Je ne dis pas à Madame Da forcément de le faire. Mais voilà, certainement, il y a des services de sécurité immédiatement au niveau de la mairie qui auraient pu déjà alerter, faire en sorte que cet individu-là puisse être tenu à la disposition, n'est-ce pas, de l'unité de police judiciaire la plus proche, afin de pouvoir l'interpeller et puis voilà, nous le conduire en griffe. Voilà. Le second cas également, c'est la même chose. Lorsque l'ambassade vous saisit et que vous avez également la preuve manifeste que c'est un cas où vous êtes en face, n'est-ce pas, d'une usurpation ou même d'un faux, parce qu'avec toute la falsification de la signature, etc., la qualité même de la personne qui a célébré le mariage, ce sont des mentions purement mensongères. Ce sont des mentions, mensongères et qui, n'est-ce pas, confèrent à cet acte-là son caractère hautement faux.
Bon, systématiquement, en tout cas, ce sont des faits qui peuvent être dénoncés également au niveau du procureur du Faso, comme je le disais, au niveau de l'unité de police judiciaire la plus proche, avec toutes les informations possibles permettant, n'est-ce pas, d'identifier cette personne-là, afin qu'une enquête soit diligentée et que cette personne puisse être interpellée et mise hors d'état de nuire, comme on aime à le dire. À la lumière de ce qu'elle a dit également, on se rend compte que visiblement, le phénomène prend aussi source en partie dans les tribunaux, notamment avec les faux témoignages qui servent à l'établissement du jugement déclaratif, vous avez dit. Oui, effectivement, ça c'est monnaie courante. Vous savez que notre système n'est pas... certes, certains services sont informatisés, mais il n'y a pas d'interconnexion parfaitement entre les différents services d'état civil ou bien même les tribunaux d'arrondissement ou même les tribunaux départementaux. Voilà, de sorte qu'une personne déjà puisse venir se faire délivrer ici un acte d'état civil et lorsque, pour une raison ou pour une autre, elle a besoin d'un autre acte d'état civil avec des mentions qui plaident en sa faveur, généralement en matière d'âge par exemple, on a besoin, n'est-ce pas, de faire la preuve qu'on est âgé de tel ou tel âge pour pouvoir obtenir un avantage précis. Mais facilement, cette personne-là peut quitter Ouagadougou et aller se retrouver par exemple à Bobo-Dioulasso et là-bas saisir, n'est-ce pas, un tribunal d'arrondissement où, comme elle a dit, on fait comparaître, n'est-ce pas, des témoins qui ne sont en réalité pas des témoins, voilà, venir, n'est-ce pas, attester de déclarations fausses. Mais évidemment qu'à ce niveau, les tribunaux d'arrondissement ou les départementaux qui sont saisis d'emblée n'ont pas les moyens efficaces, en tout cas, de détecter, n'est-ce pas, ce faux-là. Voilà, donc on peut pas d'office déjà les accabler, n'est-ce pas, pour ces faits qui les échappent à la limite. Voilà, ils sont saisis du factuel, les personnes sont là, une personne est là, elle veut se faire délivrer un acte d'état civil. Il y a un minimum de précautions seulement que la loi leur impose, c'est que la personne puisse, n'est-ce pas, produire un certificat de non-inscription. Voilà, c'est tout. Lorsque la personne arrive, n'est-ce pas, à produire ce certificat de non-inscription, le tribunal départemental ou d'arrondissement qui est saisi, avec des témoins qui viennent corroborer les déclarations, même fausses, n'est-ce pas, du requérant, n'a autre choix que de délivrer ce acte d'état civil, ce jugement supplétif ou ce jugement déclaratif tenant lieu d'acte de naissance. Si plus tard, pour une circonstance quelconque, ce acte faux-là est révélé ou est découvert, en ce moment, la procédure judiciaire, notamment pénale, pourra être mise en branle afin de retirer cet acte-là du circuit et de mettre hors d'état de nuire cette personne qui use frauduleusement, n'est-ce pas, de cet acte-là. D'accord. Monsieur Berry. Oui, il faut dire qu'il peut y avoir... c'est là qu'il faut la synergie d'action entre les acteurs, État civil, justice et Office national d'identification. Parce qu'on peut se retrouver, même en respectant les procédures, dans vraiment une sorte de quadrature du cercle, où pratiquement il n'y a pas de solution. Vous voyez, il est arrivé que la position de départ est que lorsque vous avez intégré la base de données de l'ONI, vous ne pouvez plus revenir sur d'autres énonciations s'il n'y a pas un acte légal qui vous autorise à changer. Alors, il peut cependant arriver que même si les actes de non-inscription sont délivrés et que par ailleurs les jugements supplétifs sont délivrés et que par la suite on délivre l'acte de naissance, il peut arriver que malgré tout, on soit dans l'impossibilité de modifier l'identité de la personne. Et c'est là souvent qu'il arrive des divergences souvent entre l'ONI et puis les services de justice, parce que si vous êtes venu avec un âge donné, né en 1996, vous repartez, vous mentez entre griffes au tribunal d'arrondissement et qu'on vous met 2000 par exemple, nous qui sommes convaincus que de toute façon vous étiez né en 1996, on ne peut pas modifier, même si par ailleurs on a un acte de justice qui nous autorise. Parce que le problème c'est quoi ? Nous sommes obligés, conformément aux règles de l'OACI, d'avoir une base de données sincère et dont les marges d'erreur ne sont pas supérieures à 1%.
Ça va de la crédibilité et de la sécurité de notre pays et au-delà de la sûreté des institutions. Imaginez qu'on arrive à une situation où on peut manipuler, on peut changer les années comme on souhaite, même par décision du juge, même par décision du tribunal d'arrondissement ou départemental. Et que demain, vous arrivez par exemple dans un pays donné, vous demandez le visa, on n'a pas confiance, on sollicite. Le cas que vous avez dit montre qu'en fait, à un certain moment, la multiplication des fraudes est telle qu'on n'a pas confiance aux actes qui sont présentés. Et donc, arriver demain dans un aéroport où, malgré tout votre statut et votre autorité, vous soyez isolé par une autorité de police pour vérification, parce qu'elle doute sur la fiabilité des documents qui sont présentés. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait qu'il faut qu'on y prenne conscience tout de suite qu'au-delà des quelques manipulations qui sont ici ou là décelées, là, c'est vraiment toute la crédibilité du pays qui est en jeu. Et c'est pour cela nous tenons fermement à ce que, même lorsque, quelquefois, il y a une ordonnance de justice, nous entrons en pourparlers avec le juge en question pour le faire comprendre, ou le tribunal d'arrondissement en question, pour le faire comprendre qu'en réalité, le monsieur a menti sur son âge ou sur sa profession à l'effet d'avoir l'acte pour se faire établir une nouvelle identité. D'accord, mais la nécessité demeure au niveau des collectivités territoriales, cette collaboration entre vous et les collectivités territoriales. Oui, il y a nécessité d'aller vers... On n'a pas le choix que d'aller vers une collaboration franche entre l'ONU et puis les collectivités territoriales. Parce qu'à ce niveau, la difficulté est que peut-être la mairie de Ouagadougou a la chance d'avoir un système informatisé. Nous avons les réalités du terrain hors de Ouagadougou, dans les autres, en province, en région. La réalité est tout autre. Tout à fait. On falsifie à souhait, on produit à souhait les documents. Tout à fait. D'une commune à l'autre, les formes même des actes de naissance diffèrent. Et c'est vrai que pour certaines mairies, il y a des informatisations qui sont faites, mais le tout n'est pas d'informatiser. Il faut interconnecter les bases. Harmoniser surtout. Et de sorte à ce que, si un acte de naissance est émis par la mairie, par exemple, de Ouagadougou, que l'ONU sache que l'acte de naissance est émis par la mairie de Ouagadougou. Et même, lorsque la personne va venir pour faire sa carte d'identité, on n'aura même plus besoin de lui demander son acte de naissance. Puisque si les bases se communiquaient, il y a juste qu'à présenter l'acte pour qu'on soit sûr que c'est effectivement le vôtre. On télécharge simplement et on renseigne les données. Donc, vous voyez, il y a nécessité d'informatiser et d'interconnecter les bases et d'uniformiser les actes d'état civil, actes de mariage, actes de décès, tout ce qui concerne l'identité, si vous voulez, l'état des personnes a besoin d'être informatisé et interconnecté. Et plus loin, les questions liées, par exemple, au domaine foncier, vous l'avez parlé, en règle générale, les manipulations sur les identités des personnes aboutissent sur le terrain domanial. Oui. Parce qu'on veut hériter une parcelle ou on veut, en tout cas d'une manière ou d'une autre, on veut bénéficier d'un acte donné pour aller hériter. Et il y a lieu aussi qu'à ce niveau, au niveau du guichet du foncier, il y ait une connexion, une informatisation, une connexion avec les bases pour rendre les données que nous produisons sincères. Parce que nous ne sommes pas responsables de la production des actes, mais on est co-auteur, en quelque sorte. Si on délivre une carte d'identité à une personne qui n'en a pas droit, vous voyez ce que ça peut causer en termes de sérieux et de sécurité pour nous-mêmes et pour l'ensemble du pays. Alors, on le voit clairement, le phénomène a ses tentacules un peu partout, le foncier, les banques, les affaires, les études supérieures. Alors, est-ce qu'on a une idée du préjudice, le préjudice que cela cause au niveau étatique, à la hauteur d'un État? À la hauteur d'un État, je dois vous avouer que bien malin, qui pourrait vous chiffrer c'est les pertes quand vous prenez les téléphonies mobiles, quand vous prenez les banques, les établissements financiers, les écoles, les universités qui sont fraudées, quand vous prenez les services d'état civil, les personnes qui se marient fictivement, c'est incommensurable en termes d'évaluation et
comme je l'ai dit, la nécessité d'une synergie d'action entre acteurs pour qu'on décide effectivement de ce qu'il faut faire est presque urgent pour qu'on conserve le niveau de sérieux dans lequel nous nous situons. Il y a des pays que je ne citerai pas ici, mais vous savez bien, quand vous êtes national de ce pays, le doute est tout de suite émis sur votre personne. Donc il ne faut pas que demain on arrive à cette situation, parce que, et quoi qu'on dise, les fossés restent quand même dans des proportions marginales par rapport aux personnes honnêtes. Monsieur Nombré, la nécessité aussi, c'est à ce niveau, quand on est dans un contexte de lutte contre le terrorisme et qu'on est incapable d'avoir une identité conforme, ça pose problème, ça rend complexe la lutte. Évidemment, c'est une vraie plaie. Parce que là, qui parle de fraude identitaire, on peut facilement faire un lien avec les fraudes fiscales qui peuvent aboutir à du blanchiment d'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de milliards. On ne sait pas ce qu'on fait de cet argent. Donc la nécessité aussi, c'est à ce niveau. Oui, je l'évoquais dans le développement précédent lorsque j'évoquais les différentes formes sous lesquelles, n'est-ce pas, cette fraude identitaire, n'est-ce pas, se manifeste. Et vous avez raison, parce que ça crée, n'est-ce pas, une situation de totale insécurité quand on sait le contexte que nous vivons actuellement, qui est celui, n'est-ce pas, du terrorisme, où la nécessité, n'est-ce pas, d'identifier les personnes de façon juste ou exacte ne se pose plus. Voilà. Et donc, les différents services, comme le DG le disait, gagneraient, n'est-ce pas, à mutualiser, n'est-ce pas, leur intelligence ou leur force, afin, n'est-ce pas, de réduire au maximum ces cas de fraude à l'identité là. Il a insisté sur l'urgence, n'est-ce pas, d'interconnexion entre les différents services, notamment l'ONI et l'état civil. Mais moi, je dirais déjà, au niveau des centres d'état civil même déjà, si cette interconnexion pouvait être faite, ben, ça réduirait, n'est-ce pas, au maximum les cas de fraude. Vous avez des cas où moi, il m'est arrivé en tant que substitut du procureur d'effectuer, n'est-ce pas, un contrôle dans un centre d'état civil où nous avons découvert une personne qui était mariée dans ce centre d'état civil ici à Ouagadougou. Et lorsque vous êtes sorti, pas loin d'ici, dans une commune rurale, n'est-ce pas, de Ouagadougou, on est allé retrouver, n'est-ce pas, cette même personne mariée à une autre personne là-bas. Voilà, avec des options, n'est-ce pas, de mariage assez différentes. Ça, c'est un cas qui a été découvert. Immédiatement, nous avons saisi, n'est-ce pas, l'unité de police judiciaire territorialement compétente, et une enquête, n'est-ce pas, a été diligentée, n'est-ce pas, sur ces faits afin d'appréhender. Donc, c'est vous dire que la nécessité, n'est-ce pas, d'interconnexion entre ces services d'état civil-là peut déjà être une solution qui puisse permettre de réduire au maximum ces cas de fraude-là. Alors, nous sommes donc déjà en plein la dernière partie de cette émission qui consiste à évoquer les perspectives. Donc, le tout digital, madame, serait la solution. Effectivement, la mairie est en train d'y penser avec le soutien de GIMEC. Nous avons souhaité vraiment une interconnexion au niveau même de la commune de Ouagadougou entre les arrondissements. Que d'un arrondissement à l'autre, nous puissions, sans même se déplacer, vérifier si effectivement l'acte est authentique. Voilà. Et faire le retour aussi des différents cas afin que nous soyons au même niveau d'information, que nous mesurions les statistiques, l'évolution des statistiques de ces cas de fraude. Et en ce moment, on pourra aussi voir dans quel sens trouver la solution. Ça veut dire tout le monde au même niveau d'alerte. Et là, ensemble, on peut avoir des décisions, des solutions par rapport à cela. Aussi, il serait bon même qu'au niveau national, nous puissions avoir un état civil national. Un état civil national sécurisé, voilà, et que les gens n'aient pas à repartir, que d'une commune à l'autre, comme il a dit. Par exemple, tu te maries
ici à Ouara, et dans 6 mois, tu t'es marié dans une commune rurale. Nous, on n'a pas la possibilité de vérifier ça sur le champ. À moins que les avis de mention soient vraiment bien suivis. Les mères qui ont célébré doivent envoyer les avis de mention au lieu de naissance des différents des conjoints. Ça, c'est pas au niveau entre communes rurales et au niveau de la ville de Ouara. Vous voyez le débat qu'il y a. Voilà. Donc, il faut qu'un système qui puisse générer automatiquement les mentions. On va éliminer du même coup les actes des décédés qui circulent toujours, parce que si sur l'acte, c'est déjà, tu imprimes, tu vois déjà la mention de décès. Donc, à ce niveau, le problème peut être géré. Si la personne est déjà mariée, et ça puisse générer aussi les mentions de mariage, les mentions de divorce, parce qu'il y va de notre crédibilité aussi. Les femmes tiennent beaucoup à cette partie. Juste raison. D'accord. Voilà. Alors... Donc la crédibilité de nos actes, parce que nous recevons vraiment beaucoup de lettres d'authentification, voilà, des actes, des mariages, des naissances et tout. Donc il va falloir une synergie d'action. Tout ce que M. le directeur de l'ONU a dit, et il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons aussi, si nous sommes informés et qu'il y a une concertation, on peut vraiment diminuer un temps soit peu ce phénomène. D'accord. Alors, il y a quelque temps, M. Béré, les autorités de ce pays avaient annoncé la mise en place de l'identifiant unique. Est-ce que cette manière de faire serait la solution? Bon, ça devient comme un serpent de mer, hein, cette affaire d'identifiant unique, parce que on l'attend et puis ça ne vient pas. Ouais. Et ce qu'il faut dire, de mon point de vue, est que en réalité, on n'exploite pas suffisamment les ressources de l'Office national d'identification. L'ONU a été conçu en réalité, quand j'ai lu les actes de création et toutes les archives de début, l'ONU a été conçu pour être une institution unique en matière d'identification dans notre pays et aussi pour opérer une identification dès le berceau. Ah, d'accord. Dès le berceau, parce que certains pays plus avancés que nous donnent même des actes d'identité même aux bébés. Chez nous-mêmes, il y a eu cette incongruité qui se passe entre la CNIB et le passeport, parce qu'on donne des passeports à des enfants, mais on ne donne pas des cartes d'identité aux enfants. Donc, les passeports sont faits à votre niveau? Oui. Il faut dire que, donc, la solution de notre point de vue, c'est de recentrer les choses. Ce n'est pas une manière pour moi de tirer la couverture vers soi, mais il faut simplement faire en sorte que l'ONU retrouve en fait la plénitude de ses attributions en matière d'identification. Si nous opérons une identification des enfants dès le berceau, nous pouvons par la suite délivrer les actes subséquents en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à rendre unique déjà la carte nationale d'identité, à rendre unique le formulaire d'inscription, même personnalisé. Ce qui veut dire qu'on est en mesure d'émettre déjà des actes d'état civil qui, corrélés avec la carte nationale d'identité, le passeport et autres documents, permettront de régler le problème. Il ne s'agit pas d'aller exercer les attributions des mairies ou de la justice. Ce n'est pas de cela. Il s'agit de faire en sorte que du point de vue technique, il y ait une instance unique, une base de données centralisée unique qui émette les actes et qui peut les suivre au jour le jour. Sinon, si le ministère, par exemple, des enseignements fait son fichier des élèves, si la mairie de Ouagadougou fait son fichier d'acte d'état civil, la commune de Ouagadougou en fait, le palais, le tribunal de grande instance fait le fichier des certificats de nationalité, et les banques font, les compagnies de téléphonie mobile font. Si chacun détient des bases disparates comme ça, vous verrez que
les faussaires se joueront du cloisonnement institutionnel qu'il y a entre les services publics et passeront entre les mailles. Donc, il faut arriver à retrouver une institution unique, comme certains pays l'ont fait. Par exemple, la Côte d'Ivoire a dissous toutes les institutions en charge de l'état civil et de l'identification et a recréé l'Office national de l'état civil et de l'identification. Du coup, tous les actes subséquents qui tournent autour des documents d'identité sont émis par la même autorité et donc, du coup, la traçabilité se trouve assurée. Et de plus en plus, beaucoup tendent vers cela. Donc, nous allons saisir une fenêtre d'opportunité qui se présentera dans les années à venir pour opérer une identification dès le berceau. Si on arrive demain à numériser les actes de naissance de tous les enfants nés, à leur délivrer des actes d'identité, vous verrez qu'on va amenuiser considérablement les actes, les fraudes ou les tentatives de fraude qui sont ici ou là décelées. Mais tout ceci demande une volonté politique. Oui, il faut de la volonté politique, mais il faut en même temps aussi des ressources. Quand vous regardez, le système d'état civil ne génère pas de ressources. C'est pourquoi je dis, quand je regarde comment l'ONU avait été pensée et conçue par les initiateurs, c'était de faire en sorte que les recettes générées par les actes ultérieurs aux actes de naissance servent à financer la modernisation de l'état civil. Mais que deviennent alors les 2500 que nous payons et les 50 000 francs que nous payons pour nous faire établir le passeport et la carte nationale d'identité? Ce sont simplement des recettes publiques. Ce sont des recettes publiques. Par exemple, les recettes passeport ne viennent pas à l'ONU. Nous ne vivons exclusivement que des recettes carte nationale d'identité. Et même là, on fait... Il y a mal donne quelque part. Oui. Enfin, c'est la règle. Il n'y a pas mal donne en quelque sorte. C'est vous qui établissez les passeports au niveau de l'ONU. Oui, c'est vrai qu'on se fait enrôler. Oui, au niveau la tâche est partagée entre la direction de la police nationale et l'ONU qui produit. Oui. Mais il faut dire que ça reste des recettes publiques qui ne sont pas du ressort de l'ONU. Voilà, on se comprend bien. D'accord. Donc, l'unicité des caisses de l'État. Il n'y a pas lieu ici de venir contester quoi que ce soit, mais c'est la règle comme ça. Donc, pour les recettes CNIB, elles servent à financer la production. Nous avons 374 points d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, 1 millier d'agents qu'il faut gérer, 7 centres de collecte. Un centre de collecte vous va dans les 200 millions à peu près, et un centre de production, je veux dire, va dans les 200 millions. Si on veut avoir la même rigueur qu'il y a à Ouagadougou en province, comme ce que nous sommes en train de le faire, il faut qu'on établisse la jonction. C'est ce que je suis en train de dire en réalité, la jonction entre les bases, parce qu'aujourd'hui, une carte d'identité produite à Ouayouya est automatiquement mise à jour à Ouagadougou. De sorte à ce que si vous venez à Ouaga, si vous faites votre pièce à Ouayouya et que vous courez pour venir à Ouagadougou faire, on va vous dire non, vous avez une pièce d'identité en cours à Ouagadougou. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Donc c'est pour dire que si on va vers ce mécanisme de mutualisation et de communication entre les données, vous allez voir que ça va amenuiser considérablement les tentatives de fraude. D'accord. Monsieur le procureur, vous ne représentez certes pas tout l'appareil judiciaire du Burkina Faso, mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la justice de tendre vers la digitalisation? La digitalisation, certainement, c'est l'épineuse question, n'est-ce pas, des moyens certainement qui seront certainement mis au devant pour répondre, n'est-ce pas, à cette question. Du reste, au niveau de certaines juridictions, notamment au sein du tribunal de grande instance Ouaga 1 où j'exerce, un effort est fait dans ce sens d'informatiser ou de digitaliser en fait les actes qui sont délivrés, n'est-ce pas, à ce niveau, notamment les certificats de nationalité, également comment vous appelez ça, les casiers judiciaires également. Il y a quand même des efforts en tout cas d'informatisation, n'est-ce pas, qui sont faits afin d'éviter ou de minimiser, n'est-ce pas, au maximum les cas de fraude. Voilà, est-ce que c'est possible aujourd'hui de demander ces actes en ligne sans se déplacer? Je sais qu'au niveau du ministère de la Justice, une initiative avait été lancée en son temps sous l'égide du garde des Sceaux d'alors. Jusqu'à présent, de façon effective, cette solution-là n'est pas encore appliquée, j'allais dire.
Voilà. Sinon, effectivement, ça allait permettre en tout cas déjà de faciliter la tâche aux requérants, aux justiciables, mais surtout de minimiser au maximum les cas de fraude qui pourraient être enregistrés à ce niveau-là. D'accord. Alors, Madame Da, l'autre solution aussi, c'est certainement la sensibilisation des populations. Ce n'est pas à négliger, parce qu'on a vu dans le reportage, les différents intervenants l'ont dit, beaucoup d'actes sont posés souvent, pas forcément par mauvaise foi, mais parce que les usagers ignorent très certainement les réalités. Oui, c'est vrai. La population est sous-informée. On nie pas cette réalité. Et nous, à notre niveau, nous sommes en train de créer, on a créé un site web qu'on est en train de vouloir vraiment mettre en ligne pour que les gens puissent avoir même les procédures d'établissement des actes. Il faut que les gens sachent même comment on fait les actes de naissance, comment procéder pour se marier. Il faut sensibiliser les gens. Et il faut qu'ils aient l'information d'abord. Okay. Il faut l'information juste. Et nous appelons aux populations souvent d'aller à la source. Et c'est le fait de vouloir des facilités. Il y a aussi le fait de vouloir des facilités. Et il y a ces personnes qui sont là, entre griffes, qu'on appelle les démarcheurs, qui interceptent les gens, même aux portes de l'état civil. Alors, la population est interpellée. L'administration est là pour la population. S'ils acceptent d'aller droit aux services concernés, ils auront les informations justes, ils auront les procédures et ça va faciliter. Oui, mais le problème souvent à ce niveau, c'est l'accueil au niveau de vos services. Ce n'est pas toujours évident. Il y a toujours quelqu'un qui va faire traîner quelque chose là-bas volontairement. Dans l'optique qu'on glisse quelque chose en bas avant de travailler. C'est souvent ça la difficulté qui pousse les populations à aller vers les démarcheurs. Sinon, c'est sûr que si un usager entre directement à la mairie et que tout est clairement défini, il sait à quoi s'attendre, il n'ira pas s'attacher les services d'un démarcheur, madame. Non, on ne peut pas plaider pour... Tout le monde n'est pas... Bon, il ne faut pas mettre tout le monde... Non, ce n'est pas tout le monde, mais il y a quelques cas, il y a quelques agents véreux quand même. Il faut dire qu'il y a la phobie même de l'administration. Ceux qui sont pas lettrés, ils ont peur même de l'administration. Ils se disent que c'est mieux d'être accompagnés. Oui, parce qu'il y a des précédents, il y a de lourds passifs. C'est la confiance, en fait. Mais nous tendons à vraiment... à amenuiser ce problème parce que nous voulons vraiment pouvoir donner l'information, rassurer les gens et nous sommes là pour eux et en ligne comme dans les radios et nous allons procéder bientôt à ces informations, voilà, lancer et que toute personne puisse avoir l'information juste et qu'il n'ait pas peur de l'administration et qu'il vienne directement et à la mairie, par exemple, pour faire les actes. Sinon, ceux qui s'adonnent aussi aux démarcheurs, ça veut dire qu'ils ont des intentions. Ils sont ces démarcheurs qui savent contourner et les produisent, par exemple, dans le documentaire. L'autre est étonné qu'on lui dise que son acte de naissance a déjà été utilisé. Vous voyez? Donc, moi, je pense que les populations seront au fur et à mesure informées, voilà, et nous allons nous atteler aussi à faire l'interconnexion entre les mairies d'abord, voilà, et nous sommes en train aussi d'essayer cette demande en ligne en collaboration avec la Sonapos. Voilà, un test a déjà été fait, mais il faut parfaire les choses, c'est du nouveau. Ça sera pour une minorité de Burkinabés. Bon, c'est entre autres des solutions. C'est ça. Voilà, que celui qui peut le faire en ligne puisse le faire. C'est déjà puisse un grand utiliser les moyens de paiement actuels, qu'on puisse vraiment aller
à ce niveau-là. Et au niveau de Ouagadougou, c'est possible. Voilà. Au niveau de Ouagadougou, mais dans les provinces, ce n'est pas seulement que des analphabètes. Un fonctionnaire qui à l'extrême du Burkina doit pouvoir demander son acte en ligne. Donc tout ça, c'est des perspectives que nous sommes en train de voir pour aider les populations et afin de donner satisfaction dans leur demande d'établissement des différents actes d'état civil. Monsieur le directeur général, donc il y a nécessité de sensibiliser les populations. Oui, il y a nécessité parce que vous savez que au-delà des cas où l'intention malveillante est présente, il y a aussi beaucoup d'ignorance. Et il nous est arrivé au cours de nos opérations que nous demandons à certaines personnes qui viennent même de bonne foi avec 2 ou 3 actes de naissance, vous lui demandez mais pourquoi tu viens avec 3 actes de naissance? Il dit bon, écoutez, nous on est venu nous faire, peut-être que c'était pour nous donner du riz ou bien des choses comme ça. Donc, pour lui, autant le faire dès qu'on peut. Donc, ils ne comprennent pas qu'en réalité, l'acte de naissance a besoin d'être unique et n'a pas besoin d'être multiplié à souhait pour une cause ou pour une autre. Ils ignorent également que le système s'est beaucoup amélioré au niveau de l'ONI et que les doublons et les tentatives d'usurpation sont de plus en plus mieux cernés et mieux décelés, de sorte à ce qu'on ne peut plus perdre son acte de naissance et aller refaire d'autres pour changer les données, etc. Donc, il y a la sensibilisation qu'il faut intensifier et en même temps accompagner par des mesures fortes en matière de digitalisation, comme vous le dites, en matière de modernisation des procédures, par aussi des chocs de simplification pour faire en sorte que les procédures en matière d'établissement d'actes soient les moins rébarbatives possibles pour faciliter et rassurer davantage les populations. D'accord. Monsieur le procureur, il y a donc lieu de maximiser dans la sensibilisation. Oui, mais effectivement, mais en tant qu'autorité judiciaire, ce n'est pas forcément un rôle qui est le plus dévolu à nos services. Parce qu'en tant qu'autorité judiciaire, nous agissons généralement en aval des cas de fraude à l'identité. Et agir en aval, généralement, revient, n'est-ce pas, à agir dans le sens de la répression lorsque ces cas-là, n'est-ce pas, sont détectés et portés à notre connaissance. Et c'est pourquoi j'invite également, parce que dans le reportage, les chiffres qui sont ressortis par l'ONI sont quand même ahurissants. Des milliers de cas de fraude en naissance à leur service, c'est assez effarant. Alors, donc c'est ça, il faut que ces faits-là soient de plus en plus porter, n'est-ce pas, à la connaissance des autorités judiciaires que nous sommes, aussi bien le procureur du Faso que les différentes unités de police judiciaire, n'est-ce pas, compétentes. Et ces autorités-là, une fois saisies, pourront faire le nécessaire exigé, n'est-ce pas, par la loi, afin de mettre en branle toute la machine de répression de ces cas de fraude à l'identité. C'est ce que nous, en tant qu'acteurs judiciaires, pouvons apporter, n'est-ce pas, comme contribution. Et sensibiliser aussi les populations sur le fait qu'ils ont la possibilité aussi de recourir au procureur du Faso elle-même directement, pas forcément attendre de l'ONI qu'on soit saisi toujours, mais on peut directement être saisi également par des dénonciations, par des plaintes, que ce soit au niveau du procureur, que ce soit au niveau du juge d'instruction, que ce soit au niveau des unités de police judiciaire, afin que des enquêtes également soient menées au plan administratif, au plan de la procédure purement administrative également. Les personnes intéressées également peuvent également saisir les juridictions administratives, n'est-ce pas, aux fins de recours en annulation, lorsque vous constatez que votre acte, du moins votre CNIB, votre identité est utilisée par une personne et que cela vous empêche, par exemple, de vous faire délivrer une CNIB par les services de monsieur le DG de l'ONI. Vous pouvez également adresser, n'est-ce pas, un recours préalable à l'administration afin de lui demander d'annuler, n'est-ce pas, cet acte-là. Et si l'administration refuse, la personne a, n'est-ce pas, le droit d'ester en justice, notamment en saisissant la juridiction administrative, soit de recours en excès de pouvoir, demander l'annulation, n'est-ce pas, de l'acte en question, ou même aller avec des procédures beaucoup plus urgentes, toujours au plan administratif, à travers ce que nous on appelle les référés administratifs, et demander à ce que l'acte qui est utilisé là qu'il soit ordonné sursis, n'est-ce pas, à l'exécution de cet acte-là. Et ça, ce sont des procédures qui sont
bien encadrés, qui vont et très tout vite. ceci suppose que la justice soit accueillante, soit assez disponible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La justice elle est disponible. Nous sommes un service public, donc ouvert. Avec souvent des lourdeurs. Oui, des lourdeurs purement légales, on va dire. Des lourdeurs purement légales. Je vous ai parlé du référé administratif, par exemple. Là, la loi l'a encadré. La loi dit qu'au bout d'1 mois, la décision doit être rendue. Donc, vous verrez que les lourdeurs dont il est question généralement sont liées, n'est-ce pas, à des exigences légales. Mais une enquête, on ne peut pas mesurer le temps que peut faire une enquête devant une unité de police judiciaire avant que le procureur ne soit également saisi. Si vous venez au TGI Ouaga 1, où j'exerce actuellement, je vous ferai visiter un peu les rôles de nos différentes audiences. Vous verrez que c'est ahurissant. Voilà. On a des rôles suffisamment chargés, de sorte que lorsque vous venez directement au palais, vous n'êtes pas sûr en tout cas d'obtenir ce que vous voulez, une décision de justice ici et maintenant, et aller revendiquer vos droits auprès de l'Office national d'identité. Non, c'est pas possible. Voilà, il y a des exigences d'ordre humain, on va dire, d'ordre matériel, etc., qu'il faut prendre en compte, d'ordre légal, comme je le disais, qu'il faut prendre en compte et qui peut, n'est-ce pas, justifier par moment cette lourdeur au plan judiciaire qui est constatée. Alors, mesdames et messieurs, l'heure impartie donc à cette émission est totalement consommée. Mais avant de terminer, on va donner exceptionnellement quelques 30 secondes à monsieur le directeur général de l'Office national d'identification. C'est l'institution qui a la charge de notre identité. Un dernier mot rapidement, M. Berry. Vraiment, c'est d'insister sur la sensibilisation des acteurs et aussi sur la synergie, la complémentarité. Nous, l'ONI, n'utilise et client, comme je le disais au début, est client des actes qui sont produits par des acteurs judiciaires ou des collectivités territoriales. Donc il y a urgence que l'ensemble des acteurs se mettent à se parler pour proposer des solutions à même de répondre non seulement aux besoins des populations, mais aussi à l'impératif de sécurité et de sûreté des institutions auxquelles nous sommes tous appelés à exercer. Cela va de la crédibilité de notre pays et aussi de la crédibilité de l'ensemble des Burkinabés qui demain ne souhaitent pas être bloqués en raison des manipulations opérées par quelques personnes de mauvaise foi. Ça sera donc tout pour ce soir, mais je rappelle donc que je recevais Kayaba Aristide Béré, il est le directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification. À côté de lui, il y avait donc le magistrat Daouda Nombré, substitut du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, puis madame Judith Irène Dabiré, directrice de la population et de l'état civil de la commune de Ouagadougou. Merci donc à tous d'avoir répondu à notre invitation. C'est donc la fin. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres émissions. Bonsoir.